Chers auditeurs, bonjour. Afin de vous remercier de votre fidélité et d'animer notre communauté, nous avons décidé avec Alain Juillet d'organiser un jeu concours. Ce jeu concours va vous permettre de répondre à des questions autour de nos émissions et vous pourrez ainsi gagner un certain nombre de lots. Pour participer à ce jeu concours, je vous donne rendez-vous à la fin de notre émission où vous aurez les modalités qui s'inscriront sur un lien. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour, Claude. Nous avons parlé des pôles, du cercle polaire. Tout à fait. Avec un invité expert en la matière, M. Laurent Maillet. Oui. Et il se trouve que vraiment, aujourd'hui, les cercles polaires prennent une dimension stratégique, géopolitique, géostratégique importante. Oui, alors effectivement, nous recevons aujourd'hui Laurent Maillet, que je remercie d'être venu partager cette émission avec nous, parce qu'il m'est apparu, suite à nos discussions, qu'il était très important en France d'ouvrir les yeux de nos auditeurs sur ce qui est en train de se passer sur les pôles, et principalement sur le pôle arctique, c'est-à-dire celui qui est au nord. Ceci dit, on parle du réchauffement climatique, on parle de beaucoup de choses, mais ce n'est pas nouveau. C'est Michel Rocard qui avait créé un think tank, donc un groupe de réflexion, qui s'appelait le Cercle polaire. Et aujourd'hui, ce fameux think tank du Cercle polaire, vous avez devant vous celui qui en est le responsable. Donc, qui peut mieux que lui discuter avec nous et nous expliquer la complexité de tous les problèmes et ce qui est en train de se passer au nord. Et peut-être que pour commencer, on pourrait faire un peu une petite couverture de la situation actuelle du pôle arctique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit qu'il est en train, la banquise est en train de fondre de plus en plus, la circulation maritime est de plus en plus facile, pas tout le temps semble-t-il. D'un autre côté, on parle du problème des exploitations des minerais et des gisements. Enfin, il y a quantité de choses. Alors, vous qui êtes plus au courant que personne sur tous ces problèmes-là, est-ce qu'on peut déjà, pour nos auditeurs, un peu expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi les pôles deviennent de plus en plus importants, comme le disait mon ami Claude? Bon, d'abord, merci de votre invitation, parce que quand on a une expertise sur les pôles, eh bien, on intervient assez rarement. Ouais. Les pôles, c'est très intéressant, mais ça n'est pas dans le quotidien de chaque Français. Donc, je remercie la chaîne de cette invitation. Ensuite, pour brosser de façon très générale, comme vous m'y invitez, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Arctique, pourquoi on en parle aussi régulièrement. Alors, l'essentiel de ce qui se passe dans l'Arctique, vous l'avez déjà mentionné, tout ce qui se passe dans l'Arctique vient d'un seul et unique phénomène et signal qui est le recul de la banquise. Puisqu'il faut voir que pendant de nombreuses décennies, eh bien, ce qu'on appelle le monde en géopolitique, ou ce qu'on appelle l'océan mondial, eh bien, il a une particularité, c'est on ne passe pas au nord, même s'il y a eu des tentatives de Amundsen en particulier. Donc, quand vous regardez les cartes qu'on affiche toujours dans les classes, ce qu'on appelle les projections Mercator du monde, vous voyez, le nord, c'est évanescent. Enfin, on commence à voir un peu le nord, mais de toute façon, quelle importance? Il n'y a pratiquement personne. Personne n'y passe, peut-être quelques explorateurs. Donc, ce qui vient résolument changer la donne, c'est précisément le fait qu'en été, pendant plusieurs semaines, aujourd'hui peut-être jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, eh bien, des passages se découvrent et il n'y a, voire très peu de glace, ou bien plus de glace du tout. Là-dessus, et donc évidemment, c'est le pourtour du bassin arctique qui découvre, parce qu'au centre, vous continuez d'avoir une glace abondante, et on le mentionne rarement, mais on peut trouver en certains endroits encore des glaces de 7-8 mètres d'épaisseur. Je me souviens à l'époque des sous-marins atomiques qui émergeaient au pôle Nord. Alors il y avait 6-7 mètres à l'époque, comment ils faisaient pour passer? Ah non, c'est ça, il n'y avait pas ça. Non. Le 6-7 mètres, par exemple, c'est le nord du Groenland. Ah, d'accord. Parce que du fait du courant qui agit
dans la masse d'eau de l'océan Arctique, les glaces qu'on appelle multi-annuelles ont tendance à s'accumuler, par exemple, au nord du Groenland. Mais sinon, on est plutôt sur 2 ou 3 mètres. Ah d'accord, c'est plus raisonnable. On imagine que lorsqu'il faut faire émerger le kiosque ou le périscope d'un sous-marin, on va prendre peut-être un endroit où il y en a encore moins. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr. Ça, on peut s'en douter. Quand même. Alors précisément, je ne pourrais pas vous dire, mais je n'imagine non, parce que quand on a vu les sous-marins américains, puis les sous-marins russes, d'ailleurs, émerger au pôle Nord, on se dit, bon... Mais ceci dit, c'était déjà un signe qu'on pouvait émerger. C'est-à-dire que quand même, c'était pas si épais que ça. Hein. De toute façon, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on dit l'Arctique, ça fond ou ça fond pas. L'Arctique, c'est jusqu'il y a peu, c'était comme un congélateur. C'est-à-dire que quand vous fermez la porte du congélateur, vous avez de la glace qui s'accumule sur les parois. C'est pourquoi d'ailleurs il faut parfois décongeler. Oui. En tout cas, vous avez de la glace qui s'accumule sur les parois. Et puis arrive la saison d'été. Là, vous ouvrez le congélateur et ça fond un peu. Mais tout ne fond pas. Pourquoi ? Parce que la glace a une inertie et une capacité thermique qui fait que la glace, le froid protège le froid. Donc, d'une année sur l'autre, vous avez la glace qui a fondu un peu, et on referme à nouveau le congélateur. Et elle s'épaissit. Et c'est comme ça que vous fabriquez de la glace de 5, 6, 7 mètres. Aujourd'hui, cette glace très épaisse, qu'on appelle multi-annuelle, elle disparaît de plus en plus. Au profit de quoi ? Au profit de la glace qui apparaît dans un congélateur lorsque vous l'avez précisément décongelée. C'est-à-dire quand vous partez de zéro, vous fermez votre congélateur, vous avez un peu de glace qui s'accumule pour la porte fermée, vous rouvrez la porte, tout va fondre. Tout va fondre, c'est ça. Donc, voilà vers quoi nous allons. Et entre parenthèses, ce que beaucoup d'experts disent, c'est qu'une bonne manière de décrire l'Arctique aujourd'hui, c'est de dire l'Arctique devient comme l'Antarctique. Parce qu'en Antarctique, vous avez en hiver 20 millions de kilomètres carrés de glace, et en été, pratiquement plus rien, 2 millions, 2 millions et demi. Donc avant, dans l'Arctique, vous aviez 14-15 millions de kilomètres carrés de superficie de glace, et en été, on gardait jusqu'à 7 à 8 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 4, on descend souvent au-dessous de 4. Alors, en dehors de certains coins, comme vous disiez, comme par exemple au nord du Groenland, mais on a donc une réduction de la banquise, du moins pendant une certaine période de l'année, une réduction très importante. Et ça explique donc la libération des fameux passages du nord-ouest et du nord-est, qui ont fait rêver les aventuriers, les explorateurs pendant des siècles. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ce sont des eaux libres à certaines parties de l'année. C'est bien ça. C'est exactement ça, vous l'avez très bien résumé. C'est-à-dire que, comme on le disait, le pourtour de l'océan Arctique fond pendant l'été, la glace disparaît, on retrouve l'eau libre, c'est-à-dire on peut circuler, ou avec, évidemment, comment dirais-je, un peu de glace flottante qu'on peut pousser. Mais on n'a pas besoin d'être un brise-glace. Et le phénomène est particulièrement accentué le long de la côte de Sibérie, le long de la côte russe, ce qu'on appelle la route maritime du Nord. Donc en fait, toute la partie qui découvre et qui longe la côte de Sibérie, on l'appelle, depuis très longtemps d'ailleurs, la route maritime du Nord, Zvermoput en russe, parce que c'est le nom de l'administration qui gère cette route. Et puis, du côté arctique de l'Ouest, donc Amérique du Nord, c'est l'archipel canadien essentiellement qui domine, avec à la fin l'Alaska. Et là encore, il y a des zones qui déglacent, si on peut dire, qui se désenglaçaient plutôt. Donc on peut passer. On peut passer. Maintenant, il faut savoir que dans l'Antarctique de l'Est, il y a réellement désormais une route au sens avec très très peu de glace, au point que même un navire non peut passer. En revanche, envoyer un navire dans l'archipel du Nord-Ouest, chaque année, vous avez des navires qui sont secourus par les gardes-côtes canadiens. D'ailleurs, les Canadiens sont ravis parce que le simple fait de mobiliser le service de sauvetage canadien montre qu'ils sont bien chez eux, puisqu'il y a eu quand même quelques éléments de contestation des renforcements de souveraineté du côté canadien et du côté russe. Mais attention, n'allons pas croire que c'est un désenglacement c'est pas permanent. Toute l'année. Mais ça c'est pas toute l'année, c'est une petite période. C'est-à-dire là, nous sommes à nouveau rentrés dans l'hiver, puisqu'on dit toujours que dans les zones polaires, les climatologues disent qu'il n'y a que 2 saisons, l'été et l'hiver. Donc l'hiver
C'est le 21 septembre. Et puis, donc, depuis le 21 septembre, ben, ça commence à reglacer, à regeler. Et donc, quand on va être à la fin de l'hiver, donc 21 mars... c'est là où ça va commencer à dégeler. Là, voilà, ça va commencer à dégeler, mais c'est là qu'on va regarder l'extension globale. Tout l'Arctique sera gelé. Simplement, alors, ça sera avec la glace des 2 mètres dont on parlait. Ça ne sera pas avec une glace de 4-5 mètres. Bien sûr. Voilà. Et alors, cette route maritime, elle est utilisée déjà ou elles sont utilisées? Vous disiez qu'il y a des accidents régulièrement du côté canadien, mais elles sont utilisées par les transports maritimes, par des cargos, des pétroliers. Comment ça se passe? Alors, tout de suite, il faut écarter le fantasme qui a beaucoup prévalu, qui était de dire les autoroutes maritimes qui vont entièrement recomposer le commerce mondial. Aujourd'hui, le commun des mortels a pris la mesure de ce que la mondialisation était un phénomène qui était porté essentiellement par la navigation commerciale. On nous dit que 90% de ce que nous consommons est passé par un transport maritime. Donc cette mesure-là, elle permet de comprendre que la libération de 2 nouvelles routes pourrait à terme recomposer le commerce maritime mondial et la mondialisation par la même occasion, c'est-à-dire la dynamique même de la mondialisation. Ce phénomène-là est évidemment quelque chose qui est logique, mais qui n'est absolument pas d'actualité. C'est-à-dire que si vous regardez les statistiques d'aujourd'hui dans la route maritime du Nord ou le passage du Nord-Ouest, et puis on va dire il y a une vingtaine d'années, il ne se passe pas grand-chose. Comme disent les Anglais, overnight, ça ne se fait pas en un jour. Bien sûr. Ça ne sera, et d'ailleurs, ça n'est ni pour demain, ni pour après-demain. En revanche, quand on prépare l'avenir, quand on s'inquiète de l'avenir, et quand on se projette, eh bien, 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, pour le coup, on peut imaginer des transformations radicales avec... Bon, j'avais lu que les bateaux qui partaient de Pékin pour aller en Europe, aux États-Unis, en passant par le Nord, gagnaient, je crois, 10 ou 15 jours de mer. Absolument. Par rapport en passant par le canal de Suez, où en plus, il faut payer le droit de passage. Alors, beaucoup plus quand ils passent par le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Donc, il y a un gain de temps qui est très important sur le coût du transport. Tout à fait. Et vous touchez aux 2 points importants, je trouve, parce que quand on parle des routes maritimes du Nord, des nouvelles routes maritimes, comme on en parle aujourd'hui, on retient toujours 2 choses. Le fait qu'il y a de nouvelles routes parce que la glace a fondu, tout simplement. Et donc, voilà, on peut passer, oubliant qu'il y a des morceaux de glace, ce qu'on appelle parfois des growlers, il y a des morceaux d'iceberg, une variabilité météorologique absolument hallucinante, des tempêtes d'une violence inouïe, donc c'est quand même pas... Oui, c'est pas évident. Voilà, c'est quand même pas une promenade de santé. Ensuite, est-ce que les assureurs suivent? Je me souviens, il y a avec Michel Rocard, justement, on avait interrogé les acteurs économiques maritimes du cluster maritime français, et notamment, il y avait le groupe AXA autour de la table. Oui. Et on leur avait dit, on était en 2009, on leur avait dit, les routes maritimes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça peut représenter à terme un développement pour vous? En 2009, la réponse générale, CMA-CGM, c'était non, et AXA, c'était non. C'est-à-dire que nous, on n'assurera pas des bateaux qui vont aller se mettre sur sur les icebergs, bien sûr. Alors ensuite, il y a le problème du de sauvetage et secours en mer, parce que au mois d'août, c'est pas évident. Voilà, parce que quand vous regardez les 14 millions du bassin arctique, et que vous dites, si j'ai une avarie et que je suis pas loin de l'Islande, ça va. Danemark, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même 2 jours pour monter. Ensuite, vous avez le Canada, ça va. Enfin, il y a quand même que 3 bateaux qui la côte est canadienne, c'est quand même pas rien. Et je donnerai juste un exemple récent. Un navire de tourisme 200 passagers, nord-est du Groenland, il s'est mis sur le sable. C'est pas très grave. Oh, mais il y a des marées. Et la marée, elle descendait. On compte sur le sauvetage. En l'occurrence, c'était l'Islande qui a été sollicitée et le Danemark. Il
faut du temps pour arriver. Bah oui, il faut y aller avec les autres bateaux pour aller le chercher. Voilà. Ouais. Donc la situation commence à devenir critique. Et ensuite, vous avez les acteurs du tourisme qui, tout d'un coup, se disent oh, si par malheur il y a un accident, alors notre c'est image... Fini. Ah bah là, c'est terminé. Oui. Heureusement, un puissant remorqueur groenlandais, local, a réussi, moyennant des manœuvres avec les moteurs latéraux, etc., et l'a désensablé. Et du coup, ils sont repartis. Voilà. Avec les impositions qu'on a des uns et des autres, comment on fait, par exemple, si c'est russe, comment on fait pour passer sans avoir des problèmes? Comme sur votre chaîne, on parle librement. Oui, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, je représente un think tank. Je vous répondrai que les premières années, nous avons, avec Michel Rocard, essayer d'objectiver le tableau qui n'était pas un travail encore ordinaire dans l'administration française, fin des années 2000. Mais ceci dit, ça prouve combien Michel Rocard à l'époque était visionnaire, hein, parce qu'il en parlait, et vous y étiez dans l'équipe, au moment où personne n'avait la moindre idée de ça, personne n'en parlait au niveau national. Hein. Merci pour lui. L'objectivation même du tableau relevait d'un travail assez compliqué parce qu'on n'avait pas d'expertise au niveau français et on devait s'appuyer sur l'expertise étrangère, c'est-à-dire essentiellement, alors plutôt des pays avec qui on est en bonne intelligence, Norvège, Canada, mais même avec ces pays, on s'apercevait qu'on buvait un peu leur doctrine. Donc il fallait qu'on trouve notre positionnement. Est-ce bien des eaux sous juridiction russe? Est-ce bien des eaux sous juridiction canadienne? Oui, le droit de la mer l'a statué. Le droit de la mer ne veut pas voir arriver dans ce tableau qui met en avant la liberté de navigation, surtout les Français, surtout les Américains, les Anglais. On veut pouvoir naviguer partout, y compris d'ailleurs avec nos navires de guerre, puisque c'est finalement quand même ça qui a aussi un peu derrière. Oui, là, si je me souviens encore une fois, je crois que j'avais lu quelque part que les sous-marins nucléaires américains passaient en plongée sans se déclarer par le passage du Nord-Est au large du Canada, que ça avait fait plein d'histoires. Exactement. Alors c'est bien ça. C'est ça, oui, d'accord. Oui. Alors pourquoi ils font ça? C'est justement pour rappeler aux Canadiens que ces eaux sous juridiction canadienne, qui font l'objet d'un dispositif de contrôle et de surveillance renforcé, qui s'appelle NORDREG au Canada, eh bien, il est toléré pour des raisons de sécurité, mais il n'est pas reconnu au plan juridique. C'est-à-dire que si demain, par exemple, il n'y a plus de glace, NORDREG, il faudra le démonter. Parce que NORDREG, c'est, au regard du droit international, c'est déjà, on est allé un peu plus loin que ce que le droit international permettait de faire. Du côté russe, ça s'appelle l'administration du passage du Nord-Ouest, avec une réglementation qui a été émise en 2013, qui ressemble pour une part à une sorte de péage et d'assistance obligatoire. D'accord. Quand on regardait, donc à l'époque, fin des années 2000, avec M. Rocard, on regardait la carte, quand on était chez nos collègues russes, ils nous montraient la carte de la route maritime du Nord. Elle allait jusqu'au pôle Nord. Ah oui, donc eux, ils étendent leur zone largement. Alors eux, après, la conformité de la vision politique et du droit interne russe au droit international, et notamment le droit de la mer, c'est pas toujours facile de savoir où elle se situe, parce que vous savez que les Russes, mais les Américains dans une certaine mesure aussi, ont par à plusieurs reprises signé des conventions. En revanche, c'est pas ratifié, et donc ça n'arrive pas dans le droit interne. Le droit de la mer étant l'exemple pour les Américains. On en a reparlé récemment à l'occasion d'un colloque, c'est que on parle des routes maritimes et tout le monde ne veut retenir que ces nouveaux canaux, en quelque sorte, ouverts, qui créent des connexions interocéaniques inédites, c'est-à-dire Pacifique, Atlantique. Ah oui, c'est quand même important. Donc c'est quand même très important. Et on voit véritablement, sans être un scientifique, vous voyez véritablement la glace reculer, l'eau libre gagner. Ça, c'est vraiment manifeste. On n'a pas besoin d'avoir le satellite pour le voir. Et donc, ça, pour moi, c'est l'élément vraiment déterminant, mais cette libération des eaux qui fait que la coopération internationale se met à s'intéresser à l'Arctique. Et là, il y a des réactions, on va dire, de crispation des pays du pourtour du bassin,
Oui, parce qu'il faut c'est les pays autour qui doivent défendre normalement leurs intérêts, c'est ça, oui. Oui. Oui, mais ils ne sont pas la même taille les uns les autres. Parce que si vous parlez du Canada, de la Russie ou du Danemark, je sais pas, ou de l'Islande, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Vous avez le géant russe. Oui. Qui prend carrément 40% Vous avez le géant canadien. Les États-Unis, c'est rien du tout. L'Alaska, c'est rien du tout pour ils ont l'Alaska, c'est tout. L'Alaska. Et puis l'Alaska, il faut quand même voir que souvent on décrit l'Alaska dans les discussions arctiques en leur disant mais pour vous l'Alaska c'est l'équivalent d'un outre-mer. Il faut prendre un avion pour y aller. Ouais. Il faut traverser le Canada pour aller en Alaska. Et puis en 2015, nous étions à la conférence sur l'Arctique qui s'appelait Glaciers avec le président Obama. Qui s'était rendu spécialement fin août. Ce qui montre que combien ils sont sensibles quand même au problème de l'Arctique. Tout à fait. Mais en 2015, quand le président Obama se rend à Anchorage, en Alaska, tous les journaux disent c'est la première fois qu'un président américain se rend en Alaska. Et là, on se dit mais c'est hallucinant. Donc là, il y a vraiment un réveil. Il n'empêche que c'est un petit sujet. C'est un sujet de sécurité intérieure. Parce qu'effectivement, les scénarios catastrophes, un pétrolier en feu, un acte terroriste, etc., maintenant, on peut tout envisager. Et puis un accès par le nord au pays, parce qu'on parle quand même d'espaces sauvages, naturels. Il y a plutôt des ours et des caribous. Hein. Donc pour les Américains, c'est peu de choses. Pour le Danemark, c'est le Groenland, évidemment. Sans le Groenland, le Danemark ne serait pas dans le jeu. Exactement. Mais n'oublions pas que le Danemark, bien qu'autonomisé, continue d'être sous l'autorité, bien sûr, du gouvernement danois. Ensuite, vous avez la Finlande, qui n'a pas de côte. Donc c'est un pays arctique, parce qu'elle a des terres au-delà du cercle polaire. Mais elle n'a pas de côte. Donc les enjeux maritimes, quand on parle avec les Finlandais, c'est pas franchement. Alors, à moins, sauf quand ils disent que la Commission européenne, un jour, va leur payer un gazoduc qui va leur permettre de relier directement la côte arctique. Enfin, c'est pas encore d'actualité. Pas encore là, Vous avez la Norvège, qui est un pays, là, pour le coup, largement les pieds dans l'Arctique, avec en plus un archipel sous sa souveraineté qu'on appelle le Svalbard. Donc là, on a un pays qui est vraiment dans le haut Arctique même, enfin le moyen Arctique. Et puis, bon, la Russie, comme on l'a déjà nommé, la Russie, c'est un immense espace, c'est énorme, quoi. C'est énorme, Et alors après, ce qui est intéressant, c'est tous ces pays qu'on a nommés. J'ai parlé du Canada, des États-Unis, de la Norvège, de la Finlande. L'Islande qui a réussi à se faire sa petite place dans le club ce qu'on appelle les Arctic Eight. C'est tout petit. Bon, pour nous, c'est l'équivalent d'une collectivité, 360 000 habitants, mais un pays qui a une position stratégique, puisque d'abord elle est à la frontière entre l'Arctique de l'Est et l'Arctique de l'Ouest. On sait le rôle que l'Islande a joué au plan diplomatique, notamment dans le détricotage de la guerre froide, avec cette fameuse signature, etc. Tout à fait. Et il continue encore aujourd'hui. Alors, les Islandais, parce que je vais à Reykjavik dans quelques jours il y a une grande conférence annuelle qui s'appelle le Arctic Circle, justement, et il y a 60% d'Asiatiques. Ça veut dire qu'ils ont largement... Ils ont un intérêt majeur quelque part. Et quand je dis la Chine, vous avez la Corée du Sud, qui est également dans la boucle, vous avez Singapour, vous avez évidemment, alors si on parle d'Asie, l'Inde, et vous avez le Japon. Et ce colloque qui a été créé par l'ancien président de la République, Olavur Ragnar Grimson, est devenu une espèce de grand raout, je vous disais, international. Vous avez une grande majorité d'Asiatiques. Ben pourquoi ? Parce que les Islandais, isolés dans l'Atlantique Nord, qui se doivent, pour exister, de sans arrêt multiplier les contacts, etc. Parce que les petits pays, comme souvent on les décrit, ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se reposer. Il faut tout le temps qu'ils assurent alors que quand on est un ours... on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. On n'a pas les mêmes problèmes, oui. Mais donc, il parie sur la coopération avec l'Asie, sauf que maintenant que la Chine, et je parle sous Trump, voire même avant, maintenant que la Chine a été identifiée par les États-Unis comme étant l'ennemi, et donc quand on voit l'Islande tendre les bras
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Désormais, il y a des contacts diplomatiques. En particulier, il y avait le ministre, le secrétaire d'État de Trump, qui s'était rendu en Islande. Il avait fait un tout petit crochet, et là, il y avait une remontée de bretelles aux Islandais en disant vous voulez le parapluie militaire américain pour vous protéger, et dans le même temps, il va falloir trouver un équilibre. L'Islande, c'est aussi un peu le débouché de cette fameuse route nord vers l'Atlantique. Oui, complètement. C'est ça. Ah, mais c'est exactement ça. C'est le débouché. J'aurais une question aussi. À côté de tout ça, on a parlé de la route, on a parlé des pays, on a parlé de ce qui se passe, des rapports de force. Est-ce qu'il y a des richesses minières ou autres? Tout à l'heure, vous avez dit il n'y a pas de pêche dans la partie nord, c'est interdit. Est-ce que dans toute cette zone, il y a des richesses qui peuvent attirer justement beaucoup de monde, ou des terres rares, ou des minerais, ou autre chose, qui peuvent justifier des intérêts majeurs, comme vous évoquiez, d'un certain nombre? C'est oui, puisque maintenant l'Arctique est décrit comme un nouvel Eldorado. Et quand je dis décrit, c'est pas seulement par deux journalistes de la presse locale, c'est dans les stratégies de la Chine. Nous, là-dessus, on a été très prudents sur, c'est-à-dire l'appétit de la France pour les ressources potentielles naturelles arctiques. C'était l'époque où le président Hollande s'apprêtait à présider la COP21. Donc il fallait là-dessus être extrêmement prudent. Si bien qu'on a produit une stratégie arctique qui, sur ce plan, il y avait un volet économique, bien sûr, parce qu'on a... Il faut savoir que la France, nous, on a une quinzaine d'entreprises qui ont déjà des activités. Alors quand je dis dans l'Arctique, il faut l'entendre la zone maritime, mais aussi la zone continentale. Bon, par exemple, je ne sais pas, Areva en Finlande, Thales, évidemment, Total. Donc, on a déjà des intérêts économiques, mais enfin, évidemment, si on regarde ce que ça pèse dans le PNB français, c'est très peu. D'ailleurs, ce critère de savoir combien les activités arctiques pèsent dans le PNB du pays, c'est ce qui permet de comprendre où sont les vrais acteurs arctiques. Si vous prenez les États-Unis, c'est 3 fois rien. D'autant que les États-Unis, avec leur gaz de schiste, ils n'ont plus besoin d'aller chercher. Ils n'ont plus besoin d'aller prendre au nord le gaz en Alaska. Ils sont devenus exportateurs. Donc, il faut quand même se souvenir qu'en 2009, le sujet arctique n'existait pas dans la dimension complexe que vous rappeliez tout à l'heure. Il existait sur une seule dimension. C'était ce qu'on appelle le pont Mourmansk-Churchill. Donc Churchill au Canada, nord du Canada, et Mourmansk en Russie. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient en dépendance énergétique qui progressait, et ils avaient, avec les Canadiens, financer des infrastructures qui permettraient à terme d'acheter le gaz russe. On était en 2009. Et personne n'a vu le vent tourner. Les États-Unis ont reconquis leur indépendance énergétique, sont même allés au-delà puisqu'ils sont devenus exportateurs. Tout l'argent massivement investi dans les infrastructures de Churchill n'ont servi à rien, idem pour les Russes. Et puis la suite, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais comme je vous le disais, dans le PNB américain, l'Arctique, c'est 3 fois rien. Dans le PNB canadien, l'Arctique, c'est rien du tout. En revanche, quand vous arrivez en Norvège et en Russie, ça compte. Alors là, vous comprenez que c'est pas un sujet de moyen long terme. Ça conditionne l'équilibre économique et la richesse du pays. Et le problème de la Norvège, mer du Nord, mer de Norvège, les gisements au fil des années, des décennies, s'épuisent. Donc il y a une remontée naturelle vers le nord. L'avantage que les Norvégiens ont, c'est que devant la Norvège, ça gèle pas, parce qu'il y a le Gulf Stream. Donc quand vous regardez le dessin de la banquise à la fin de l'hiver, donc là où il est plus étendu, vous voyez que la mer de Norvège, vous pouvez passer avec votre petit 4x4, votre petit bateau dériveur, il n'y a pas de glace. Alors après, évidemment, du côté Barents, ça s'englace. Donc pour eux, pour les Norvégiens, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir des éléments d'interdiction sur l'exploration et à terme l'exploitation du gaz et du pétrole alors déjà dans les eaux sous juridiction norvégienne. Or, première réunion de M. Rocard au Conseil de l'Arctique, qui est grosso modo
la seule organisation internationale où on discute des nouveaux sujets arctiques. Et M. Rocard, à l'époque, avait droit à la parole, parce que maintenant c'est fini, il n'y a que les 8 pays arctiques qui peuvent s'exprimer. Mais comme c'était un ancien Premier ministre, on lui dit « Monsieur Rocard, vous avez 1 minute ». Et il leur a dit il serait temps peut-être qu'on commence à mettre sur la table le sujet de l'abandon des énergies fossiles dans les sous-sols de l'Arctique. Alors je ne vous dis pas la fin de la réunion. Bon, c'était impossible. La Norvège, c'était inacceptable. C'était très compliqué à gérer. Et ça faisait rire les Suédois parce qu'ils n'étaient pas dans le coup. En revanche, les Canadiens étaient exaspérés de voir un Français qui se mêle des affaires. En tout cas, pour vous dire, des richesses, il y en a. On a même été parfois jusqu'à parler d'un 2e Moyen-Orient. Alors, ça reste quand même très abstrait pour au moins 6 des 8 pays arctiques. Mais pour la Norvège et la Russie, c'est un sujet sérieux. C'est-à-dire que quand M. Rocard disait aux Russes, il faudrait peut-être songer à abandonner, etc., il faut imaginer des pays qui diraient à la France, il faut abandonner l'énergie nucléaire. Bon, c'est même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, ça devient un sujet qui n'est plus un sujet de salon. Ça devient un sujet stratégique. Voilà. Et vous engagez une économie avec des gens réels qui vivent. Et pour la Norvège, il y a aussi, on dit souvent, la Norvège a toujours le souvenir que avant, ce petit pays était un pays de pêcheurs et de bûcherons. Oui. Et le gaz, pour eux, a été ça a été une transformation fondamentale. Complète. Donc, demander à ce pays... Alors, ce qui est très drôle, c'est que le cas de la Norvège, qu'on a beaucoup fréquenté, c'est la Norvège, c'est 3e exportateur mondial de gaz, mais au plan domestique et interne, ils sont quasiment à 90% du propre. Ils ont de l'hydraulique, bien sûr. Voilà. Et donc, la Norvège, c'est le pays qui extrait et qui vend aux autres l'énergie fossile polluante. Donc, quand on dit à la Norvège, mais vous vous rendez compte quand même que vous contribuez massivement au changement climatique avec les gaz à effet de serre, ils disent, mais attendez, nous on vend mais on ne les brûle pas. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont été attaqués, pour l'anecdote, par Greenpeace. Il leur a dit, parce que Greenpeace a découvert que dans la constitution norvégienne, il y avait un élément qui permettait d'attaquer l'État en lui disant vous avez préempté les conditions de vie des générations futures, parce que c'est indiqué. Ouais. Et donc il y a eu des échanges de grands cabinets d'avocats pendant plusieurs mois, et au bout d'un moment, la Norvège est revenue en disant pour nous, la situation est relativement simple. La Norvège ne contribue pas directement à la pollution puisqu'elle vend des produits potentiellement polluants à d'autres. Oui, c'est les autres qui sont responsables de la transformation. Voilà. Exactement. Mais donc, des richesses, il y en a. Du gaz et du pétrole, on a dit 30% pour le gaz, de réserves naturelles non encore découvertes de gaz, une quinzaine de pourcents pour le pétrole. Donc oui, il y en a. Après, quand on commence à s'intéresser à l'accès à ces ressources, c'est comme ça que vous avez ouvert notre échange. Oui. Tout commence par la fonte, le recul de la banquise. Bien sûr. Après, vous avez évoqué le fait que certaines routes maritimes arctiques permettent des économies de 10 à 15% quand on connaît le prix d'affrètement. Ça a été très important. Voilà, c'est très important. Donc ça sera effectivement... Après, vous avez également, on a mentionné les infrastructures portuaires défaillantes, la cartographie défaillante. Oui, dans l'archipel du Nord-Ouest, sur le site du gouvernement canadien, vous pouvez trouver l'information suivante. Environ 10% des eaux de l'archipel canadien sont cartographiées. Et vous savez pourquoi la cartographie est souvent imprécise dans ces endroits? C'est parce que comme on est dans des zones où il y a des glaciers extrêmement puissants qui passent leur temps à véler, comme on dit, c'est-à-dire à lâcher des pans entiers de glace, eh bien, ça crée un apport énorme en sels minéraux et en limon. Et qui se reposent. Et donc, les fonds, régulièrement, se transforment, la topographie se transforme d'une année à l'autre. Et donc, vous aviez l'habitude de passer par là, c'est fini, maintenant on passe par là. La topographie est très mouvante. Donc voilà, ce que moi je trouve important, c'est de voir que pour certains pays comme la Finlande, etc., mais aussi comme un pays comme la France, pour nous c'est le futur.
C'est pas demain, c'est pas après-demain. Donc il ne faut pas s'imaginer que la France pourrait porter ce sujet comme on porte une priorité nationale. On en a beaucoup d'autres. Et donc, mais en revanche, c'est en passe de devenir une grande priorité. Et là où l'Arctique a pris beaucoup de visibilité médiatique, c'est que l'Arctique est devenu le symbole de la cause environnementale et climatique. En plus, c'est devenu quelque chose qui a été découvert d'ailleurs par la plupart d'entre nous. Ben écoutez, je crois qu'on va arrêter là, parce qu'on a fait une très intéressante émission. Enfin, je pense que vous avez pu découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Je ne vous cache pas que j'avais envisagé qu'on vous parle également de l'Antarctique, mais je pense que l'Arctique était tellement intéressant il fallait prolonger pour justement bien en comprendre toutes les facettes et aussi toute la complexité. Alors, retenez-le. L'Arctique va devenir, et ça a été très bien expliqué par notre invité, l'Arctique va devenir une zone dont on va vous parler de plus en plus, vu tous les intérêts que nous avons évoqués, et au fur et à mesure de la réduction de cette fameuse banquise qui la caractérise. Donc, regardez dans les années à venir, et vous verrez que ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ça sera de plus en plus un point essentiel dans la stratégie géopolitique mondiale. Merci pour cet éclairage. Alors effectivement, Alain Juyer a sifflé la fin de l'émission, mais c'est pas grave, ça nous permettra de vous réinviter pour une émission complète sur l'autre pôle, le pôle sud, avec ses spécificités qui sont tout à fait particulières. Donc on vous dit à très bientôt pour une émission tout aussi intéressante. Merci à vous. Pour participer à ce jeu concours, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît à l'écran. Vous verrez les modalités pour participer à ce jeu. Je vous souhaite bonne chance et les gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque mois et vous serez informés, bien évidemment, si vous avez gagné les différents lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.